c'est au début des années 2000. Ok. Et je retiens de lui un homme très modeste, humble, ok, mais qui a une forte personnalité et qui a une conviction. Il est un grand frère. Ok. Et je pourrais dire même un mentor pour moi, Cal Pélédine. Et il a eu, avec ses collaborateurs, à créer la branche de la CEPITAF. La CEPITAF, ce qui est la cellule de lutte contre les pratiques traditionnelles néfastes à la santé de la femme, qui est une branche, si vous voulez bien, du CIAF. Le CIAF, c'est le Comité interafricain de lutte contre les pratiques traditionnelles. Mais je connais en lui aussi un grand pédagogue, parce que je l'ai pratiqué. Ok, et je sais qu'il a une capacité, une grande capacité, voilà, d'influence, voilà, et également d'amener les autres avec lui. Ok, voilà, tout. Et il a très peu de défauts, j'avoue. C'est vrai que nul n'est parfait dans ce monde, mais moi, je n'en vois pas trop. Ok, et je pense que il peut encore nous amener à avoir des statistiques encore beaucoup plus improbables par rapport à cette thématique. À la base médecin, comment vous vous êtes retrouvé dans la lutte contre les violences basées sur le genre? Ça, je l'ai expliqué plusieurs fois parce que ça me semble important, c'est la base de ma lutte. Quand j'ai commencé à travailler, je me suis retrouvé attribué comme directeur de la santé et médecin-chef. Et donc un soir, on m'a amené 2 jumelles, à Sanato et à Senato, qui saignaient, qui avaient été victimes de mutilation génitale féminine et qui saignaient beaucoup, une grande hémorragie. Et quand elles sont venues, j'ai tout fait en tant que médecin, essayer de les sauver avec mes collègues et avec le staff que j'avais. On a tout arrêté et puis on a commencé à les. Malheureusement, c'était une fille sans décédé. C'était une jeune fille entre 12 et 13 ans. Alors, c'est là où moi j'ai été révolté. Mais à ce moment, il faut être clair, en ce moment, je ne savais rien de la nocivité des mutilations génitales féminines. J'ai écrit un pamphlet contre les mutilations génitales, mais pas contre le fondement, mais en disant que ça peut entraîner des événements très graves jusqu'à la mort. Et donc, les deux filles étaient détruites. C'est ce pamphlet-là que j'ai écrit, qui s'est retrouvé sur la table de l'OMS. Et l'OMS m'a invité à Genève pour d'abord me féliciter parce que je me suis engagé dans la lutte contre le MGF. Moi, j'aurais dit non, mais je ne suis pas engagé contre le MGF. Je suis interloqué par la perte de 2 jeunes filles dans mon service, dans mon hôpital. Et c'est là où, à Genève, on m'a expliqué que les mutilations génitales féminines étaient une mauvaise chose et que, d'ailleurs, ils étaient prêts, eux, à former la direction à Genève, en Europe, là-bas, qui viendrait rayonner sur l'Afrique. C'est là-bas où moi j'ai dit non, s'il s'agit de créer quelque chose en Europe pour venir en Afrique, je ne suis pas partant. Mais s'il faut créer une organisation africaine en Afrique, là je suis preneur. C'est là où on a créé le 6 février 1984 le comité intra-africain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Et ce comité-là, le 6 février, vous allez voir que chaque année, on parle de la Journée internationale tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. C'est justement le 6 février, la création du comité intra-africain, que nous avons proposé aux Nations Unies pour que ce soit la Journée internationale. Dieu merci, cela s'est très bien passé. Et maintenant, c'est dans les recommandations, c'est même pas dans les lois des Nations Unies. Ensuite, on s'est basé sur le fait que le protocole, la charte africaine des droits de l'homme et des peuples relative aux droits humains et des peuples, cette charte ne comportait absolument rien sur les filles et les femmes. Et cette charte, qui a été d'ailleurs, les premières lignes ont été écrites dans mon bureau, on voyait que la charte africaine des droits de l'homme et des peuples ne prévoyait rien pour les femmes. Donc nous avons essayé de faire un protocole, de proposer un protocole au chef d'État africain.
C'est ce qui a été adopté aussi en 2003 à Maputo. C'est ça qu'on appelle le protocole de Maputo. Mais pour moi, je ne me suis pas arrêté là. Après avoir fait les dépôts de photos ici en Guinée, comment un jeune diplômé peut-il se lancer dans la lutte contre les violences faites? Voilà. C'est une question de gens sur un bilan. Parfait. Ça, c'est extrêmement important. Il faut se fixer un objectif, croire à cet objectif et se dire c'est ça que je veux faire. Mais pour ça, vous avez besoin de travailler en groupe. Quand vous êtes tout seul, c'est difficile. Personne ne vous écoute. Donc, faire des coalitions, faire des groupes de sensibilisation, de plaidoyer. Une fois que vous êtes engagé, regardez autour de vous s'il y a des associations qui font ça déjà. Venez dans ces associations. Portez-vous volontaire là-bas. Nous formons d'autres jeunes. Nous avons créé les réseaux jeunes dans les pays. On avait dit réseau des jeunes contre les mutilations génitales féminines et le développement. Après, on a changé parce que il ne faut pas seulement se focaliser sur les mutilations génitales féminines. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a les mariages d'enfants, il y a les tabous nutritionnels, il y a l'exclusion sexuelle des femmes ménopausées. Il y a 13 000 pratiques traditionnelles. 11 000 sont axées sur les femmes et 2 000 seulement sont axées sur les femmes et les garçons et les hommes. Donc voilà des pratiques que nous pouvons combattre. Mais le fait que ce soit trop, si vous embrassez beaucoup de choses aussi, vous deviendrez inefficace. C'est pour ça que moi je me suis focalisé sur les mutilations génitales féminines et les mariages d'enfants. Il faut que les filles elles-mêmes, potentiellement victimes des mariages d'enfants et des mutilations génitales féminines, prennent le leadership. Et il faut aussi que les garçons soient là. Nous sommes côte à côte. J'entends tout le temps les gens dire derrière chaque grand homme il y a une grande femme. C'est une insulte aux femmes. Les femmes ne sont pas derrière. Un grand homme, il n'est grand que quand il a côte à côte une grande femme. C'est ça, ce n'est pas derrière. Ça, c'était la question de Mariam Barry. Merci Mariam Barry. Comment vous faites pour retenir l'attention des autorités et les communautés exigées pour qu'ils vous accompagnent dans cette lutte? Asamoah Conté. Merci beaucoup. Alors, ce que nous faisons, quand vous venez, les autorités, d'abord, les autorités ne sont pas faciles. Les autorités, souvent, c'est des politiciens. Quand ça marche, ils vous accompagnent. Quand ça ne marche pas, ils vous abandonnent. Ils ont peur. Quand ils voient que vous avez avancé, ils vous abandonnent. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de parler avec les communautés elles-mêmes. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on parle des filles, on parle des femmes, parler avec les filles, parler avec les femmes, parler avec les sotikyomo, comme on a dit ici, les leaders traditionnels, les imams, parler avec eux. Une fois que vous avez réussi à les mobiliser, à les convaincre, qu'est-ce qu'il faut faire? Venez avec quelque chose de tangible. Ne venez pas parler comme ça. Ah, c'est pas bon pour la fille, ça provoque ça. Venez avec des images. Nous avons plein d'images que vous pouvez montrer. Quand vous montrez souvent les images, des conséquences, et ils se disent, mais c'est ça, oui, alors là, c'est pas bon. Malgré ce long combat que vous continuez de faire, on constate que la Guinée est toujours classée deuxième pays où les MGF sont plus pratiqués. Quelle est la cause? C'est du camarade. Oui, ça c'est une très bonne question, c'est vrai. On s'est battu depuis 36 ans, tout le monde. On s'est battu ici avec CEPETA, avec le Dr. avec tout le monde. Mais malheureusement, la Guinée reste toujours le pays le plus frappé par la mutilations génitales. Il y a 96% de filles et de femmes qui sont exilées dans notre pays. Le seul pays qui est devant nous, c'est la Somalie. La Guinée, deuxième pays, ça n'avance pas. Parce que, pourquoi? Toutes les initiatives, là, c'est pour ça que moi j'ai eu le prix. J'ai eu le prix parce que les initiatives sont venues de nous, en Guinée ici. C'est tout ce qu'on a fait en Guinée ici que j'ai amené à l'extérieur. Dans les autres pays, ils ont appliqué ça et ça a marché. Mais nous, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que simplement en Guinée, il y a un gros problème ici. Le problème de la Guinée, il n'y a pas de loi. Ça, je fais la loi. Personne ne respecte. Plus grand comme personne. Nous avons eu une loi contre les mutilations génitales féminines. La Guinée est le premier pays à adopter une loi en 1965.
contre les mutilations génitales féminines. Ensuite, il y a eu la loi sur le journal L'Enfant accompli en 2010. Mais on ne l'applique pas. Et ça, c'est même pas du domaine des mutilations génitales féminines seulement. Hein. Et c'est dangereux. Mais demain, vous allez voir des filles indiennes, des filles qui sont là, qu'on sort dans la rue, tout le monde sait qu'elles sont excisées, avec les tenues d'excisées. Personne ne braque, le freine pour dire, mais c'est quoi ça? C'est interdit. Tout le monde passe son chemin. Tant que tout le monde dira, c'est le docteur Kouyaté qui doit s'en occuper, ou bien c'est Pétard qui doit s'en occuper, ou c'est Madame Tell qui doit s'en occuper. Tant qu'on verra ça, nos filles et nos femmes continueront à subir cette pratique. Aujourd'hui, on assiste à un phénomène qu'on appelle la médicalisation. Qu'est-ce que vous faites pour lutter contre la médicalisation des MCO? Ismaël Samou, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans cette lutte, Angéline? Alors, très bonne question pour la médicalisation, extrêmement importante. D'abord, qu'est-ce que c'est que la médicalisation des mutilations génitales? La médicalisation, elle est simple. Lorsque une fille est prise par ses parents, on l'amène à l'hôpital ou dans un centre de santé ou dans une clinique, on l'excise là-bas, c'est la médicalisation. Un agent de santé, que ce soit un médecin, les médecins ne font pas beaucoup, que ce soit une sage-femme, une infirmière, une matrone, qui quitte l'hôpital, qui va dans une case quelconque et fait l'excision, ça aussi c'est de la médicalisation. Mais la médicalisation, si on va plus loin, c'est nous qui l'avons créée par inadvertance. Parce que quand on est venu en 1984, quand on a commencé, on est rentré par la porte de la santé. Quand on venait, on disait attention, les mutilations génitales féminines, ce n'est pas bon. Ça provoque le tétanos, ça provoque les hémorragies, ça provoque la septicémie, ça provoque l'infection, d'autres infections. Quand on a dit tout ça, les populations ont dit ah bon, donc c'est pas bon. Alors, puisque vous êtes la santé, vous êtes les médecins, on va amener à l'hôpital. Comme ça, il n'y aura pas d'hémorragie, il n'y aura pas de tétanos, il n'y aura pas de septicémie. Donc, le fait de sensibiliser seulement à partir de la santé, à partir du médical, la réponse des populations a été allons à l'hôpital, comme ça, il n'y aura pas d'effet pervers. Mais nous n'avions pas très bien expliqué. Que ce soit à l'hôpital, que ce soit hors de l'hôpital, couper un organe d'une fille, c'est causer du tort et c'est créer des problèmes sérieux de santé à cette fille. Alors, moi, je ne comprends pas. Tout le monde est religieux ici. On prie. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens. On n'a pas beaucoup d'animistes. Tout le monde croit en Dieu. Tout le monde dit Dieu c'est le suprême. Dieu c'est le créateur suprême. C'est le meilleur créateur. C'est le plus grand créateur. Alors Dieu a créé l'homme. Dieu a créé la femme. Maintenant, nous qui prions tous les jours, qui croyons en Dieu, quelqu'un se lève le matin pour dire ah, Dieu il est bon créateur, mais il a oublié. Il a mis quelque chose pour la fille. Ça, là, il s'est trompé. Il faut qu'on enlève ça. Ça, c'est une erreur. Ça, c'est quoi ça? C'est ça l'excision. Quelqu'un se lève et dit ce que Dieu a créé, c'est pas bon. Si c'était grave, si c'était mauvais, Dieu est plus intelligent, Dieu est plus fort que nous, il ne l'aurait pas mis. Mais s'il a mis les organes là, c'est que c'est important. Les médecins, les sages-femmes, les infirmiers n'ont pas d'excuses. Parce qu'on peut dire qu'une pauvre exciseuse, passez mon expression, c'est entre griffes, elle ne connaît pas l'anatomie, elle ne connaît pas les conséquences d'une hémorragie, elle ne connaît pas le tétanos. Mais le personnel médical le sait. Or, le personnel médical le fait souvent rien que pour avoir de l'argent. C'est tout. 50 000, 100 000 pour exciser une fille. Et vous savez, vous avez juré. Nous, le personnel de la santé, nous avons juré. Hein. Il y a le serment d'Hippocrate. C'est pourquoi nous proposons dans les lois en Afrique et ailleurs que s'il y a une loi qui interdit les mutilations, si l'exciseuse ou les parents sont condamnés à 6 mois, le personnel de la santé qui fait ça, il faut le condamner à 12 mois. Le double pour les dissuader. Ce n'est pas normal. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans cette lutte? Il y a beaucoup de difficultés dans cette lutte. Heureusement, aujourd'hui, on est content. Vraiment, on est content. Hein? Les difficultés aujourd'hui, on peut dire que c'est difficile, les gens refusent, ils ne veulent pas. Mais quand on a commencé ici, il est arrivé des moments ici où les vendredis, moi je pouvais entendre dans les mosquées, Docteur Moussanga Kouyaté, il est contre notre religion, il veut changer nos femmes, il veut créer la dépravation. Docteur Diallo, Mariama Diallo,
elle veut créer la dépravation, elle est contre l'islam, elle est contre la religion, tout ça. Donc nos noms étaient un peu partout. Mais on ne s'est pas découragé. Des fois, ils ont dit, si vous faites comme ça, on va aller casser vos bureaux. Mais on ne s'est pas découragé. Aujourd'hui, nous avons réussi une chose, au moins, tout le monde sait que c'est une mauvaise chose. Abandonner ou pas abandonner, tout le monde le sait aujourd'hui. Et le reste, c'est pour les jeunes, surtout les jeunes filles. C'est à vous de dire à vos parents, nous avons vu, ce n'est pas bon pour nous. Maman ne le fait pas, mon papa ne le fait pas. Mais les difficultés sont nombreuses. Bonjour docteur, vous êtes une fierté nationale. Merci beaucoup. Et nous les jeunes, on t'aime beaucoup. Moi aussi je vous aime beaucoup les jeunes. Je suis Ibrahima et j'ai une association de lutte contre le MGF au Fouta. Quel conseil pouvez-vous me donner pour m'aider? Le mot de la fin. Ah, ça c'est bien. On a commencé, je vous ai dit tout à l'heure, quand on a commencé, deux. Il y avait Madame Tunkara, paix à son âme, qui était à la CIG. Il y avait docteur moi-même, nous avons commencé, les deux. Et puis plus tard, docteur Diallo est arrivé quand il a quitté le gouvernement. Mais ce que les gens disaient, chaque fois qu'on faisait la sensibilisation, ce que les gens disaient, ah, docteur, tu peux aller raconter des choses à Conakry là-bas. Mais s'il va à Kourouza chez lui, c'est les féticheurs qui sont là-bas. S'il parle de MDF, d'Étillon, ils vont le cogner avec les fétiches. Donc, ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, alors, on va faire une seule chose. Commençons par Kourouza. Commençons par Kourouza. Donc, on a commencé le 6 novembre 1999. Toute la préfecture de Kourouza s'est retrouvée. Il y a eu le dépôt des couteaux. Bon. Ensuite, on a dit, bon, Diallo aussi est là, allons au Fouta. On a été à Mamou, dépôt de couteaux. On a été à Labé, dépôt de couteaux. On a été à Pita, dépôt de couteaux. Mais les gens disent, ah oui, vous avez fait le dépôt de couteaux, mais ça continue. Bien sûr que ça continue. Le dépôt de couteaux n'arrête pas tout de suite les mutilations. Mais le dépôt de couteaux prouve que, officiellement, tout le monde sait que c'est mauvais et tout le monde sait qu'il faut l'arrêter. Donc, si vous êtes au Fouta, si vous allez sur ma page Facebook, ou bien si vous allez sur Google, vous tapez, vous allez voir beaucoup de mes traces, de nos traces là-bas, au Fouta. Beaucoup. Alors, ce qu'il faut faire, les gens disent, oh, au Fouta, ils sont accrochés à la tradition. Ce n'est pas vrai. Nous, c'est là-bas où on a eu Elhadji Abdourahmane Ba qui a commencé à lutter contre ça. C'est possible. Mais n'allez pas passer votre temps avec des charlatans. Parce qu'il y en a qui marchent avec des courants sous les aisselles, ils ne savent même pas le dire. Mais il y a des grands leaders religieux dans notre pays. Eux, ils sont contre la mutilation génitale humaine parce qu'ils savent que ce n'est pas dans le corps. Ils savent que ce n'est pas dans la Bible. C'est avec eux qu'il faut travailler. Mais prenez toujours comme référence Elhadji Badrou Ba, qui est une référence là-bas au niveau du Fouta. Il y a beaucoup d'autres leaders religieux. Commencez par eux, avec les femmes, et essayez avec les jeunes filles. Mettez tout le monde ensemble. Alors faites des projets, et c'est l'innovation que je voudrais vous donner, c'est que faites des projets interprofessionnels et intergénérationnels. Et ça va marcher, j'espère. Et je compte sur vous les jeunes. Alors le mot de la fin, il n'y a pas de mot de la fin. Tant que les mutilations ne sont pas finies, il n'y a pas de mot de la fin. Le mot de la fin, peut-être ça sera après moi. Ça peut prendre le temps. Mais moi, je rêve d'une chose. Même si c'est 10 ans après ma mort. Je rêve d'une chose. Un jour, les gens vont s'arrêter et dire, ah, enfin, on a compris. Ouf, c'est fini, on ne fait plus de mutilation. Ça va disparaître. Peut-être dans 10 ans, peut-être dans 5 ans, peut-être dans 20 ans, je n'en sais rien. Mais ça va disparaître. Mais pour que ça disparaisse, il faut que d'autres jeunes prennent le relais et continuent la même vie. Et c'est ça que je conseille de faire. N'attendez pas de récompense. Votre récompense, ça viendra après, quand on verra ce que vous avez fait. Et la meilleure récompense sera celle de Dieu et des femmes. Et je connais l'homme Mossana parce que c'est un homme de conviction. Mais il est aussi ancré dans sa culture. Il connaît tous les enjeux de ce qu'il faisait et ce qu'il fait maintenant encore. Il sait qu'en parlant de l'excision, par exemple, c'est sur quoi il s'est beaucoup battu. Il sait que ça heurte la sensibilité des uns et des autres, surtout dans nos villages,
dans son village natal. Mais il a persévéré. Il a persévéré au point qu'aujourd'hui, son ambition est partie même au-delà de la Guinée, au-delà de l'Afrique. Ça fait gagner aujourd'hui des acquis à beaucoup de pays africains. Il a lutté d'abord dans son pays. Il a eu foi en ce programme. Il a eu foi en la lutte contre les mutilations génitales féminines. Partout où on a besoin de lui, il vient.